Le régime cétogène pourrait avoir de graves conséquences sur la santé. Non, je vous rassure, je ne suis pas devenu fou, je vais juste vous proposer un petit jeu. Aujourd'hui, nous allons lire un article du National Geographic pour essayer de comprendre en quoi est-ce que le régime cétogène pourrait justement avoir de si graves conséquences que ça sur la santé, bien évidemment, en le mettant à l'épreuve du réel et en essayant, si possible, de ne pas faire totalement exploser le compteur de bullshit. Bon allez, c'est parti. Le régime cétogène pourrait avoir de graves conséquences sur la santé. Qui peut tirer bénéfice de ce régime privilégiant les aliments riches en matières grasses? Selon les experts, personne. Les experts en question, on en parlera dans un instant. Le régime cétogène préconise une consommation élevée de graisses animales et végétales, comme l'avocat, ainsi que de protéines, en lieu et place des glucides. Déjà, non. Non, non, National Geographic. Le régime cétogène ne préconise pas du tout une consommation élevée de protéines. Une consommation suffisante de protéines, oui, pas une consommation élevée de protéines, mais ça en fait, régime cétogène ou pas, c'est censé être le cas. Sinon, c'est la voie royale pour la sarcopénie, mais bon, on va éviter d'aller trop loin. En réduisant la quantité de glucose que l'organisme doit métaboliser, un système de secours appelé cétose est mis en place, poussant ainsi le foie à utiliser les graisses pour produire de l'énergie. Donc non, c'est pas un système de secours, parce qu'un système de secours ça fait peur, c'est important aussi de bien vous faire peur. Donc un système de secours appelé cétose, non, c'est une voie métabolique comme une autre, comme la lipogénèse, poussant ainsi le foie à utiliser les graisses pour produire de l'énergie. C'est quoi l'alternative? Tu peux me le rappeler, National Geographic? Non? Bah non, pas de bol. Ça, on ne le verra pas. Donc les résultats concernant la perte de poids à court terme sont en demi-teinte. Ah bon? Source? Ah, aucune. Quant aux effets à long terme, ceux-ci sont inconnus. Pareil, ça on verra par la suite. Y compris les répercussions sur le foie et les reins causées par le stress supplémentaire occasionné. Source du stress? D'accord, ok, donc encore une fois, on voit bien que c'est un article très sérieux qui nous permettra de nous faire un avis objectif et éclairé. Enfin, un avis objectif, non, ça c'est pas possible, mais un avis éclairé. Donc, les répercussions sur le foie et les reins. Est-ce que tu vas me rappeler l'alternative une fois de plus? Par exemple, à partir du moment où on mange pas de gras, qu'est-ce qu'on peut faire? On a combien d'autres macronutriments possibles? Ah oui, on n'en a qu'un seul, c'est vrai, le sucre. Le sucre, quel est l'effet du sucre sur le foie? Tu peux me le rappeler? La stéatose hépatique non alcoolique, oui, exactement, surtout le fructose. Et les reins? Ah oui, mince, c'est vrai que le sucre est un destructeur notoire des reins, et ça pour le coup, on ne manque pas d'études sur le sujet. Bon, ça commence très très bien. L'intérêt de ce régime est évident, vous encouragez à manger en grande quantité de délicieux aliments riches en matières grasses, tels que du fromage à pâte dure, absolument pas, du beurre, du bacon, du steak et même des hamburgers sans pain. Oui, donc des steaks avec du fromage. Sauf qu'encore une fois, le fromage, non, le fromage, non, enfin, c'est une possibilité, hein, certains peuvent le faire. Les végétariens n'ont pas beaucoup d'alternatives à part les œufs pour leur consommation d'acides aminés essentiels. Mais non, c'est pas spécialement poussé de consommer du fromage dans le cadre d'un régime cétogène. Encore une fois, c'est une possibilité en fonction des résiliences de chacun, mais non, c'est pas du tout sinon particulièrement recommandé. La clé de ce régime réside dans un apport très faible en glucides et une consommation élevée de graisse. Fais une petite minute pour. Je laisse une petite minute, parce que pour une fois que quelque chose de vrai est dit, on va essayer de le souligner aussi, de sorte que l'organisme est contraint de brûler les graisses stockées au lieu des glucides pour produire de l'énergie. De sorte que l'organisme est contraint de brûler les graisses stockées au lieu des glucides pour produire de l'énergie. Contraint, encore une fois, hein, l'idée c'est vraiment d'employer un champ lexical qui soit le plus effrayant possible, hein, parce qu'effectivement si le corps est contraint et forcé, alors quelque part c'est que c'est pas forcément très bon, c'est pas forcément très, très tenable. Bien évidemment, c'est absolument faux. Le régime cétogène ou keto diet est-il néanmoins bon pour la santé? Selon un rapport de l'American Heart Association, ce ne serait pas vraiment le cas. American Heart Association, c'est marrant, ce nom me dit quelque chose. So into this vacuum steps Ansel Keys.
a pathologist from the University of Minnesota, and he says it's saturated fats. Saturated fats and cholesterol cause heart disease. He had an unshakable faith in his own beliefs. He was called a bully even by his friends, and he was able to get his beliefs inserted into the American Heart Association. So the first ever dietary recommendations telling people to cut back on saturated fat and dietary cholesterol to avoid heart disease were issued by the American Heart Association in 1961. What was the evidence for that recommendation by the American Heart Association? It amounted to one study, coincidentally performed by Ansel Keys. His study showed that low saturated fat intake was associated with low rates of heart disease. Associated, but it doesn't mean that reducing saturated fat is what caused those people to suffer less heart disease. It was also true that these people ate very little sugar. In fact, they also found in that study that what correlated best with cardiovascular death was sugar. Then what ensued was a tremendous amount of science to try to prove Ansel Keys' hypothesis right. Billions of dollars were spent in large clinical trials, the most rigorous kind of science you can do, and they were done in mental hospitals and veterans hospitals, the kind of experiment that you can't do anymore because it's considered unethical. And at the end of billions of dollars of research, they could not prove Ansel Keys' hypothesis. Ah oui, je crois que c'est ça, oui. Oui, vraiment, en termes de crédibilité nutritionnelle, on est au top. Pourquoi? Car il restreint les groupes d'aliments considérés comme essentiels à une alimentation saine pour le cœur. Donc essentiel en nutrition, c'est ce qui est indispensable pour le corps et qu'il n'est pas capable de produire lui-même. On est par exemple, les oméga 3 sont des nutriments essentiels, les acides aminés, une petite dizaine d'acides aminés essentiels, qu'on retrouve tous d'ailleurs dans la viande et dans le poisson, ou dans l'œuf, et beaucoup plus difficilement dans les végétaux. Ça, effectivement, ce sont des nutriments essentiels. Les groupes d'aliments considérés comme essentiels et qui sont restreints dans l'alimentation cétogène, on pense très naturellement aux féculents, qui sont absolument tout sauf essentiels. Il n'y a littéralement pas un seul nutriment apporté par un féculent qui ne puisse pas se trouver ailleurs. Pas un seul. En tout cas, pas un seul qui puisse se trouver ailleurs dans l'alimentation cétogène. On peut tout trouver, il n'y a aucun problème. Mais bon. Et qu'il favorise plutôt les sources riches en graisses saturées, fortement déconseillées. Oui, c'est déconseillé, c'est indispensable pour notre organisme, mais c'est fondamentalement déconseillé. C'est bien connu. Les bases du régime cétogène. Brûler des graisses est considéré comme un moyen idéal de perdre du poids. Brûler les graisses est considéré comme un moyen idéal de perdre du poids. Alors, il y a déjà tellement à dire rien que sur ce genre de petites phrases à la noix. Mais bon, on va essayer de faire vite. Brûler des graisses, on ne brûle pas des graisses, on utilise effectivement les triglycérides. Mais bon, on va pas chipoter pour l'image, on va brûler des graisses, qui est considéré comme un moyen idéal de perdre du poids. Donc idéal de perdre du poids, de perdre du gras, oui, parce que perdre du poids, le poids est composé de plusieurs masses, et pas seulement de la masse lipidique. Donc non, pour perdre du gras, effectivement, c'est utile. Pour perdre du muscle, ce qui est beaucoup plus utile, c'est effectivement d'arrêter de manger des protéines et de se limiter en calories. Là, vous allez bien vous allez bien faire fondre dans votre masse musculaire, pas de doute, vous allez bien détruire votre métabolisme. Pour ce qui est en revanche de effectivement brûler du gras, et du gras en excès évidemment, oui, le régime cétogène est effectivement un moyen idéal, ça c'est vrai. Selon Christina Peterson, professeure de nutrition à la Texas Tech University, le régime cétogène consiste à consommer moins de 10% des calories. Les calories. Donc moins de 10% des calories sous forme de glucides et plus de 70% sous forme de graisse. Quiconque me connaît sait tout le mépris que j'ai pour le délire calorique. J'ai fait plein de vidéos et plein de contenus à ce propos. Globalement, pour le faire très court, la calorie est une mesure totalement inadaptée, c'est une mesure de la chaleur, ça n'a absolument rien à voir avec la complexité de la digestion biochimique du corps humain, absolument rien à voir, c'est un énorme scam en nutrition, arrêtez de parler et de penser calories, c'est aussi logique et efficace que de compter en centimètres ou en décilitres ces aliments, voilà. Pour ce qui est de la suite, cela se traduit généralement par une grande quantité d'aliments d'origine animale et peu d'origine végétale. Source
Non, c'est faux. Puisque si on reprend même votre délire calorique, vous n'avez qu'à prendre l'huile de coco et l'huile d'olive, qui sont deux sources d'aliments d'origine végétale très très gras, hein, puisque c'est du pur gras, et qui sont effectivement extrêmement caloriques. D'ailleurs, l'alimentation cétogène est une alimentation très calorique. Encore une fois, comme ça n'a aucun intérêt, on ne le mentionne même pas, mais c'est une alimentation qui est hyper calorique. Donc c'est faux. Où on peut tout à fait faire un régime cétogène, principalement tourné, en tout cas pour ce qui est des graisses, sur l'origine végétale. C'est pas du tout un problème. On n'en manque absolument pas. Parce qu'entre les oléagineux, les huiles à base d'oléagineux, les huiles comme j'ai dit, les huiles d'olive, les huiles de coco, on ne manque absolument pas de graisse végétale. En temps normal, l'organisme utilise le glucose ou les glucides comme principale source d'énergie. Donc, définition du temps normal, encore une fois. Donc non, c'est faux, pas en temps normal, ça fait 50 ans. Allez, si on est vraiment très généreux, ça fait peut-être depuis l'invention de l'agriculture qu'on peut dire que les glucides ont une place plus ou moins prépondérante, ce qui en plus n'est pas totalement vrai. Mais admettons que l'on consomme plus de glucides depuis l'arrivée de l'agriculture, c'est-à-dire un peu moins de 10 000 ans, plus ou moins 10 000 ans. Ça fait combien de temps que notre espèce humaine est apparue? Ah oui, 300 000 ans. Ça fait combien de temps que le genre humain est apparu? Quelques millions d'années. Oui, d'accord. Donc vraiment, c'est le temps normal. C'est effectivement, il faut comprendre que temps normal, ça veut dire la normalité sur une très courte période. Voilà. Encore une fois, désolé, je voulais te faire la définition à leur place. Et lorsque l'on suit un régime cétogène et que l'on restreint l'apport en glucides, l'organisme s'adapte et se sert des graisses consommées pour produire de l'énergie. Lorsque l'on suit un régime cétogène et que l'on restreint l'apport en glucides, l'organisme s'adapte et se sert des graisses consommées pour produire de l'énergie. Non, c'est plutôt totalement ça. Je suis désolé, je suis surpris qu'ils disent quelque chose de vrai. Le problème... non, mais effectivement, il devait y avoir un problème. Le problème, c'est que toutes les cellules ne peuvent pas utiliser les graisses comme source d'énergie, d'où la formation de corps cétoniques. Stagiaire, fais un tour sur Google avant de raconter ce genre de bêtises. Enfin... Là, non mais on doit revenir trop loin là, c'est pas possible. Les corps cétoniques, c'est justement ce qui va venir être utilisé comme source d'énergie par la quasi-totalité des cellules du corps, et à l'exception des quelques cellules du corps qui ne peuvent se nourrir que de glucose, et ces cellules du corps vont pouvoir se nourrir du glucose, effectivement, que le corps lui-même va pouvoir produire via la néoglucogénèse. Bon, non mais là, voilà. Ça dit tout le sérieux de ce genre d'article. D'après Maya Vadivelou, sûrement comme ça qu'on prononce, professeur de nutrition et de sciences des aliments à l'université de Rhode Island, la perte de poids est la principale raison de l'adoption d'un régime cétogène. Source. Admettons. C'est vrai que... Alors, bon... Il y a deux voies qui vont généralement amener quelqu'un à s'intéresser à l'alimentation cétogène. C'est vrai que d'une part, ça va être la perte de poids potentielle, et d'autre part, ça va être pour des raisons de santé. Maintenant, est-ce que c'est la principale raison? Je sais pas. Je sais pas, oui, peut-être. Allez, on va pas tiquer sur ce genre de détails. Ce dernier peut sembler intéressant pour les personnes qui cherchent à perdre du poids rapidement. Alors là, non, pas forcément, puisque perdre du poids rapidement... Alors oui, en régime cétogène, on peut perdre du poids rapidement, on peut aussi ne pas en perdre rapidement, mais de toute façon, c'est pas vraiment la variable qui compte le plus, puisque l'idée n'est pas de faire un régime, au sens diète du terme, mais bien rééquilibrage alimentaire, dont on s'inscrit dans le temps long, ce qui est évidemment l'inverse de ce qu'on cherche à produire avec une diète court-termiste, type Body Summer. Il est radical et plus aisé de supprimer complètement des groupes d'aliments entiers, plutôt que de devoir penser aux différentes nuances. Ah oui, d'accord. Je vois où ils veulent en venir. Très bien. Donc, excusez-moi. Il est radical et plus aisé de supprimer complètement des groupes d'aliments entiers plutôt que de devoir penser aux différentes nuances que comportent les glucides complexes. Ouais, non mais... c'est le fameux argument de « c'est plus compliqué que ça ». C'est plus compliqué que ça.
Ouais, c'est plus compliqué que ça. Ainsi qu'au contrôle approprié des portions. Donc non, pas du tout. Contrôle approprié des portions. Alors là, je vais revenir à mon petit dada, hein, mais est-ce que vous connaissez une seule espèce animale qui contrôle de manière appropriée ses portions? Absolument aucune, hein. Au cas où. Est-ce que vous connaissez une seule autre espèce animale qui est un problème endémique de surpoids comme notre espèce? Non, je ne crois pas non plus. À l'exception évidemment des animaux qui sont domestiqués. Cependant, ces restrictions qui peuvent permettre de perdre du poids à court terme sont difficilement tenables sur le long terme. Bah tiens, voilà, on y est, hein. Oui, bah oui, clairement, hein. Vraiment, c'est extrêmement difficile à tenir sur le long terme, hein. Ça fait seulement quoi, ça fait quoi, 4, 5, 6 ans, je sais pas, que je le fais. Oui, non, mais c'est peut-être pas long terme. Long terme, c'est peut-être seulement à partir de 70 ans. Donc, bon, évidemment, je ne suis qu'un cas, mais il y en a évidemment des millions à part le mien. Mais bon, effectivement, ça ne doit pas être suffisant pour eux. Ils préfèrent les quelques dizaines de cas qu'ils utilisent dans leurs études biaisées. Comment ce régime favorise-t-il une perte de poids? L'organisme stocke une certaine quantité de protéines. Stagiaire, s'il te plaît, fais des recherches. L'organisme ne peut pas stocker de protéines, il ne sait pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la néoglucogénèse. Ok, alors bon, petit rappel, quand on consomme trop de protéines par rapport à nos besoins, l'organisme n'étant justement pas capable de stocker des protéines, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il transforme cet excès cet excès macronutritionnel en un carburant qu'il sait justement gérer, à savoir le glucose. C'est pour ça qu'on parle de néoglucogénèse, hein, génèse, création, de nouveau glucose, pour justement pouvoir ensuite soit l'utiliser, soit le stocker. Donc voilà. Donc l'organisme stocke une certaine quantité de protéines? Non. De graisse? Non plus. Et de glucides qu'il utilise pour produire de l'énergie pendant les périodes de jeûne? Alors, non. Stagiaire, tu m'épuises. Les glucides, justement, que on stocke, ils ne sont pas stockés sous forme de glucides, ils sont stockés sous forme de graisse. C'est la lipogénèse, justement. Tous les glucides que le corps ne va pas instantanément utiliser sous forme de glucose va être stocké sous forme de glycogène et sous forme de triglycérides. D'ailleurs, sur vos marqueurs, je ferai bientôt une vidéo sur le cholestérol. Sur les marqueurs du cholestérol, le marqueur le plus important à regarder, c'est les triglycérides, qui vont avoir tendance à augmenter non pas lorsque l'on va augmenter particulièrement sa consommation de graisse, mais bien sa consommation de glucides et de sucre. Les glucides se transforment en graisse. Ce qui fait prendre du poids, ce sont les glucides, ce ne sont pas les graisses. Enfin, évidemment, tant que l'on ne consomme pas trop de glucides en même temps que les graisses. Effectivement, la pire chose que vous puissiez infliger à votre corps, c'est de consommer de grandes quantités de graisse et de grandes quantités de glucides. Mais bon, on ne va pas venir sur ce genre de détails aujourd'hui. Cet équilibre est rétabli chaque fois que vous mangez. Attends, j'ai perdu le fil avec ces bêtises. L'organisme stocke une certaine quantité de protéines, de graisses et de glucides qu'il utilise pour produire de l'énergie pendant les périodes de jeûne. Cet équilibre est rétabli chaque fois que vous mangez. Ça veut rien dire. Ok, bon, ça veut rien dire. Néanmoins, une fois que les glucides stockés essentiels au fonctionnement du cerveau. Voilà, encore un coup du stagiaire. Donc, néanmoins, une fois que les glucides stockés essentiels au fonctionnement du cerveau, donc les glucides essentiels au fonctionnement du cerveau, je vous implore de m'envoyer une seule étude qui dise que le cerveau a un besoin, enfin qui démontre un lien, et plutôt qui démontre l'indispensabilité des glucides pour le cerveau, hein. Le cerveau, encore une fois, n'a pas un besoin indispensable en glucides, il a un besoin indispensable, certaines de ces cellules ont un besoin indispensable en glucose. Le glucose que l'on peut obtenir par des composés non glucidiques une fois de plus, à partir que ce soit de glycérol, donc un acide gras, ou d'acides aminés, donc des protéines. Encore une fois, grâce à notre cher foie qui va, par la voie de la néoglucogénèse, générer son propre glucose. J'ai l'impression déjà de me répéter beaucoup, je suis désolé pour ça. Alors, je disais néanmoins, une fois que les glucides stockés essentiels au fonctionnement du cerveau sont épuisés, l'organisme peut créer des molécules appelées cétones à partir des graisses et les utiliser comme source d'énergie privilégiée. Stagiaire, tu t'es... Stagiaire,
Lis-moi cette phrase. Relis-moi cette phrase. Il y a combien? Il y a, allez, 10 cm. Ça apparaît dans un même écran. Hein. Non, mais c'est quand même impressionnant. Je sais pas, c'est Shift, je sais plus. Bon, bref. Vous avez compris l'idée. Le stagiaire ne s'est pas relu. Ou alors il n'a juste pas compris ce qu'il a écrit. Ce qui est tout à fait possible. Après tout, on est à l'heure de ChatGPT. Beaucoup d'articles sont écrits comme ça. Bref. Donc passons à la suite, puisque ça c'est déjà vu. Les cétones sont des substances chimiques produites par l'organisme lorsqu'ils commencent à se désagréger. Excusez-moi. Les cétones sont des substances chimiques produites par l'organisme lorsqu'il commence à désagréger les graisses pour obtenir de l'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose de faux là-dedans? Non. Non. Pas spécialement. Non, j'essaie de surtout. Enfin, désolé de prendre le temps, j'essaie surtout de voir le piège qu'ils essayent de laisser, puisque bon, on a compris qu'on était sur un article parfaitement objectif. En présence de cétone, l'organisme passe à un état métabolique appelé cétose. Oui. Bah, il est où le système de secours? Tu serais en train d'admettre que c'est un état métabolique comme un autre? Non. Au début du régime, il arrive que l'on ressente une léthargie, une sécheresse de la bouche, ou un malaise général. D'accord, gratuit. Symptômes de la cétose surnommés grippe cétogène. Alors déjà, ça n'arrive pas à tout le monde, ça n'arrive pas à tout le monde de la même façon, ça n'arrive pas à tout le monde durant la même sur la même durée. Les effets ne sont pas du tout aussi énervés d'un individu à l'autre. Et puis pour la majorité des personnes, lorsque c'est fait correctement, lorsqu'il y a une période de transition qui est prise en compte, la grippe cétogène n'est pas du tout obligatoire. Mais bon, encore une fois, on va pas trop en demander pour une fois que quelque chose d'à peu près correct est écrit. Enfin non, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, à peu près correct. Oh si, allez, il arrive que. Bon, ça va. Pas systématique. Néanmoins, en règle générale, une fois que l'organisme s'est adapté, ces symptômes disparaissent. C'est marrant, j'ai cette sensation que le stagiaire a, au fur et à mesure de l'écriture de son article, commence à comprendre un petit peu mieux de quoi il parle. Et peut-être qu'à la fin de l'article, il va nous chanter les louanges du régime cétogène, je sais pas. Pour que l'organisme reste en état de cétose, l'apport en glucides doit être réduit à 10%. Ah, les calories ont disparu. Merde, le stagiaire m'a entendu. Pour que l'organisme reste en état de cétose, l'apport en glucides doit être réduit à 10%. Donc bon, alors c'est parfaitement arbitraire, hein. C'est marrant, je suis en train de tout le temps de faire cette remarque ces derniers temps, à chaque fois que je vois quelqu'un justement dans la communauté keto balancer qu'il faut absolument être en dessous des 20 grammes de glucides, je demande gentiment quelle est l'hormone qui nous sanctionne si sévèrement au 21e gramme de glucides consommés. Ce qui signifie qu'il faut limiter l'ingestion d'un grand nombre de groupes d'aliments. Oui, c'est-à-dire un grand nombre de groupes d'aliments qui n'existaient par exemple pas il y a 8000 ans, il y a 10 000 ans. Les céréales, oui, donc on ne mangeait pas de céréales avant l'ère agricole, pas dans ces quantités. Les fruits, ah bon, il faut supprimer les fruits. Je ne savais pas, ben merci, article, tu m'apprends que je fais mal depuis des années. Donc bien sûr c'est faux, hein, c'est simplement qu'on va essayer de viser des fruits pauvres en glucides. Les légumes non amylacés, donc là pour les néophytes, les légumes non amylacés, c'est donc les légumes qui ne sont pas amidonnés. De nombreux produits laitiers. Bah, stagiaire, je comprends pas. Tu m'as dit il y a quelques lignes que les produits laitiers, surtout les fromages à pâte dure, qui sont probablement quand on veut éviter quelques produits laitiers, c'est le premier produit laitier qu'il faut jarter hein, quand même, hein, avec peut-être avec le lait demi-écrémé, mais et même certains fruits à coque contiennent des glucides. Oui. En fait, pas certains fruits à coque contiennent des glucides. La totalité des fruits à coque contiennent des glucides, mais ce n'est pas forcément un problème et on ne les élimine pas non plus parce que pour une partie d'entre eux, la teneur en glucides est assez peu élevée. Ça va surtout se jouer, d'après moi, par rapport à toutes les problématiques d'antinutriments et d'inflammation. Bon,
Leur consommation doit donc être limitée. Ah, pardon, j'ai peut-être lu un peu trop vite. Oui, il avait dit qu'il fallait limiter l'ingestion. Les céréales, non, c'est pas limité, il faut supprimer. Les fruits, les fruits, il faut les limiter, effectivement. Les légumes non amylacés, concrètement, si vous êtes sur des légumes suffisamment pauvres en glucides, non, il n'y a pas de limite particulière. En tout cas, la limite, elle se fera d'elle-même. Les nombreux produits laitiers, là, j'ai déjà souligné effectivement le paradoxe du stagiaire, et certains fruits à coque, ça on a parlé, effectivement il faut les limiter, mais de toute façon c'est tellement... quand vous êtes sur les bons fruits à coque, ça a tendance à vous couper l'appétit bien avant d'être un problème, si vous faites ça correctement, encore une fois. Pour atteindre ces objectifs nutritionnels, il est courant d'ingérer de grandes quantités de produits laitiers riches en matières grasses, mais... Oh, tu es fatigant, mais là il n'y a même pas 10 cm, là, mais là... Désolé, moi-même j'ai fait, je viens de faire l'erreur en live sur la limitation. Mais tu as écrit ça. Il faut limiter l'ingestion de nombreux produits laitiers. Il est courant d'ingérer de grandes quantités de produits laitiers. Non mais c'est fatigant. Vous me fatiguez. Bref. Donc il est courant d'ingérer de grandes quantités de produits laitiers riches en matières grasses et des morceaux de viande plus gras. Plus gras que quoi? À l'école du journalisme, c'est plus ce que c'était. Donc des morceaux de viande, donc les morceaux de viande les plus gras possibles, ça c'est vrai, car c'est une manière assez simple de rectifier ces macros sans avoir besoin nécessairement d'appuyer comme un maboule sur des sources exogènes et pures de gras, ça c'est vrai. Pardon. La manière la plus saine de suivre le régime cétogène serait de choisir des sources de graisses essentiellement végétales, comme les avocats, les noix et les poissons gras. Non mais... Attendez, il y a un problème là. La manière la plus saine de suivre le régime cétogène serait de choisir des sources de graisses essentiellement végétales. Les poissons gras. Ouais. Alors oui, je sais ce qu'on pourrait dire. Sources de graisses essentiellement végétales, donc dans les exemples qu'il cite, on est censé comprendre que essentiellement c'est avocat et noix et poisson gras, ce n'est pas végétal. Mais bon, encore une fois, la tournure de phrase, merci. La manière la plus saine de suivre le régime cétogène serait de choisir des sources de graisses essentiellement végétales, comme les avocats, les noix et les poissons gras, plutôt que de la viande rouge grasse. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, mystère, on ne le saura jamais. Ça coûtait pas grand-chose de mettre une petite astérix, de renvoyer un lien vers une étude ou quoi que ce soit. On sait évidemment à quoi ils font allusion, encore une fois, toutes les pseudo-études super solides qui démontrent un lien entre consommation de viande rouge et cancer colorectal, augmentation des maladies cardiovasculaires, etc. Oui. Tout ça, on a bien vu, effectivement, dans ma vidéo sur le sujet de la viande rouge, justement, que c'était, on va pas dire pure foutaise, mais largement discutable. Cela peut toutefois s'avérer encore plus difficile, car beaucoup de ces aliments contiennent également des glucides. Pardon? Alors, teneur en glucides. Viande rouge, 0. Poisson gras, 0. Noix, faible, très faible même. À part si on mange évidemment des noix de cajou ou des pistaches, mais sinon on reste sur des choses assez faibles. Avocat, très très faible. Donc, non. Bien que certaines personnes puissent adopter ce régime de manière plus saine, plus vous imposez de restrictions sur les groupes d'aliments, plus cela est difficile à suivre. Bien que certaines personnes puissent adopter ce régime de manière plus saine, plus vous imposez de restrictions sur le groupe d'aliments, plus cela est difficile à suivre. Non, Mayavadi Velu. Non, c'est faux. Ça démontre bien que tu parles de tu parles de quelque chose que tu n'as pas expérimenté, puisque toute l'idée, justement, c'est effectivement de cadrer, mais derrière, de faciliter le poids mental que peut provoquer, justement, un régime strict
où on va s'empêcher de manger. Et là, effectivement, c'est extrêmement difficile à tenir et on reprend le poids et on en prend d'autant plus parce qu'on détruit le métabolisme. Dans le cas du régime cétogène, c'est pas du tout ça. On va justement éviter des aliments qui vont plutôt nous pousser à manger et plutôt nous pousser notre appétit, un appétit très souvent artificiel. Donc oui, là, ça va être un problème. C'est justement c'est justement cette restriction en fait sur ces groupes d'aliments. Excusez-moi, hein, j'essaye juste de le faire, de le dire de manière assez simple, mais c'est cette restriction sur les groupes d'aliments en question qui donne justement toute la facilité d'application du régime cétogène à long terme. Si on les gardait, vous savez, c'est bien souvent plus facile et le sucre en est un exemple. Je vais prendre juste cet exemple très large. Il n'y a pas longtemps, je me souviens quelqu'un qui me disait oui, ça a l'air super ton régime cétogène, pas de problème, mais moi j'ai déjà essayé de limiter le sucre, de manger moins de pain, de manger moins de glace, de manger moins de produits sucrés, et ça a été une catastrophe, c'était trop dur, j'arrivais pas à m'en empêcher. Parce que cette personne, comme pour beaucoup de personnes, n'a pas forcément compris, et c'est normal, c'est pas un mal, n'a pas forcément compris que ce qui permettait justement de ne pas manger de sucre, c'était d'arrêter et de se sevrer du sucre et de ne pas garder une consommation limitée. Non, c'est bien plus facile pour des questions hormonales et psychologiques. C'est bien plus facile de se séparer du sucre, de se sevrer et d'arrêter que d'essayer de limiter dans une certaine mesure le sucre au quotidien. Sinon, vous êtes dans la même logique de l'épée de Damoclès classique du régime strict. Je pense donc qu'il est peu probable à long terme que les gens ne consomment que des huiles bonnes pour le cœur. Explique Maya Vadivelu. Je pense donc qu'il est peu probable à long terme que les gens ne consomment que des huiles bonnes pour le cœur. Alors, qu'est-ce que tu qualifies comme étant des huiles bonnes pour le cœur, Maya Vadivelu? Tu ferais peut-être référence à tes super huiles végétales et industrielles, comme l'huile de tournesol, peut-être, qui est fantastique. Huile qu'on ne pouvait absolument pas obtenir avant l'ère industrielle, puisqu'il faut utiliser des solvants et des températures extrêmes pour obtenir une huile qui a beaucoup de mal à s'extraire, contrairement à l'huile d'olive, par exemple, qui se verse très facilement et qui peut être extraite à froid, justement parce qu'elle est très, très bonne, très saine et très facile à obtenir. C'est ça, c'est ton huile hyper inflammatoire, hyper riche en acides gras trans, hyper riche en oméga 6, c'est celle-là qui est bonne pour le cœur, Maya? D'accord. Ok, je garde. Serait-ce le régime le moins sain? Bah, allez, hein, tant qu'à faire. Bien sûr. Même si vous parvenez à gérer, il existe quand même beaucoup de gens qui parlent de régime à base de jus de fruits quotidien, où on ne mange plus rien d'autre, on ne consomme plus de viande, plus rien. Non, le régime cétogène, lui, il est pire que cela aussi. Même pire que cela. Ouais, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le pire du pire. Même si vous parvenez à gérer le régime cétogène de manière optimale, au cours de celui-ci, donc optimale selon leur dire, au cours de celui-ci, vous ne consommerez pas de composés phytochimiques. Mais c'est faux! Et de fibres de céréales complètes. Ça, c'est vrai. Et de fruits et de légumes. Ah, ça, c'est faux. Non, mais c'est incroyable. Pareil, effectivement, il existe des gens qui adoptent une alimentation carnivore, grand bien leur face, mais le régime cétogène, ce n'est pas nécessairement un régime carnivore. C'est un régime qui a aussi sa part de fruits et de légumes. Donc des fibres, on en consomme aussi. Je reviendrai même pas sur la polémique de l'utilité des fibres alimentaires, alors qu'on n'a pas le système anatomique pour les gérer et en tirer des nutriments comme les gorilles, comme d'autres grands singes, mais bon. Même au-delà de ça, les fibres, on en a. Ça, y a pas de problème. Pour le transit intestinal, on en a. Bon. Respire. Jusqu'à présent, aucune étude à long terme n'a montré les conséquences du régime cétogène sur la santé. Encore une fois, c'est quoi le long terme? Parce que si le long terme, c'est 70 ans, en fait, c'est un peu difficile. Parce que ça fait 60... Ça fait à peu près, ça va faire un peu moins de 70 ans, justement, que vous avez accaparé la nutrition avec vos études totalement biaisées. Donc, effectivement, voilà, on commence un petit peu à comprendre certaines choses,
laissez le temps. Des études sur le régime cétogène, il y en a plein. Sur les effets positifs du régime cétogène, il y en a plein. À long terme, c'est compliqué parce que vous avez fait taire absolument tous ceux qui essayaient d'avoir une voix discordante. Hein. Je rappelle ce qui s'est passé au docteur John Yudkin, hein, notamment, qui s'est opposé frontalement au docteur Ansel Keys, dont on a toutes les preuves sur sa corruption, sur son pouvoir politique au sein des institutions médicales, etc. Laissez le temps, vous inquiétez pas, ça va venir. Ça viendra. Sachant qu'au-delà des études, en fait, la logique cétogène, hein, qui est juste simplement la logique LCHF, hein, low carb high fat, donc pauvre en glucides, riche en lipides, c'est encore une fois la logique de la nutrition humaine depuis des millions d'années, bien avant l'émergence de l'agriculture. Mais bon, ce serait dommage d'aller gratter plus que ça. Sur la base de ce que nous savons de ce régime, c'est-à-dire pas grand-chose, des aliments qu'il privilégie et de ceux qui sont à consommer en quantité limitée, nous supposons qu'ils seraient associés à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, indique Christina Peterson, qui a contribué au récent rapport de l'AHA, l'American Heart Association. Moi, quand l'American Heart Association me dit que quelque chose a un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, étant donné que le passé a démontré que cette association pouvait complètement se faire avoir, je me méfierais à minima. Je regarderai de mon côté. On ne sait jamais. Nous savons que les études à court terme menées sur le régime cétogène ont révélé une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, ce qui constitue un facteur de risque important. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, les études à court terme menées sur le régime cétogène ont révélé une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, ce qui constitue un facteur de risque important. Donc déjà, tout le cholestérol ne se vaut pas. Je vais faire une nouvelle vidéo là-dessus, à mon avis, très bientôt, histoire de remettre les points sur les i, parce que là, c'est juste plus possible. Là, c'est juste plus possible. Le cholestérol, non, c'est impossible. En fait, c'est impossible de le faire en 3 minutes. Vous savez, le problème en nutrition, comme dans beaucoup de domaines, je suppose, de connaissances, hein, c'est que on est pile poil sur l'effet, je crois qu'on appelle ça l'effet Brandolini. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'effet Brandolini, c'est l'effet selon lequel... attendez, je vais pas dire de bêtises. C'est bien Brandolini, hein, c'est ça? La loi de Brandolini, oui, bon, pareil. Donc, la loi de Brandolini, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'il est infiniment, mais alors infiniment plus rapide et facile de dire une bêtise, et infiniment plus long et complexe de rétablir la vérité. Donc voilà, concrètement, là, sur le cholestérol, si je devais faire très très court, il n'y a aucune garantie que le cholestérol amène une augmentation nette et incontestable des risques de maladies cardiovasculaires. Il y a d'ailleurs une étude qui vient de sortir, même sur les LDL, hein, sur le paradoxe de la dyslipidémie, et qui montre concrètement, alors que la conclusion, je vous mettrai le lien, vous irez voir si vous voulez. Globalement, on avait déjà acté que de toute façon, tout le cholestérol, tous les marqueurs de cholestérol ne sont pas équivalents en termes de dangerosité théorique. D'une part, il y a le total cholestérol, donc HDL et LDL, justement une différence entre HDL et LDL, puisque HDL, c'est le bon cholestérol, LDL, ce serait le mauvais cholestérol. Donc en gros, on voudrait un taux de HDL plutôt élevé, ce qui va déjà à l'encontre du discours sur lequel il faut baisser le cholestérol total, et les LDL qui seraient eux peut-être un problème. Non seulement on a tendance à voir que les LDL ont tendance à chuter lorsque l'on emploie un régime cétogène, et même quand c'est pas le cas, peut se poser la question de leur dangerosité réelle. Je peux pas venir dans le détail, est-ce que ça a à voir avec leur stress, leur résilience au stress oxydatif, ça a à voir avec leur phénotype, ça a à voir avec un certain nombre de choses, mais même, bref, au-delà de tout ça, au-delà de leur dangerosité supposée, là on a quand même une étude extrêmement récente qui dit l'inverse,
Donc, que conclut cette étude? Je vous fais une traduction approximative. Cette étude a montré que avoir un taux de cholestérol et même de LDL plus élevé était associé avec un risque plus faible de mortalité, toutes causes confondues, et une espérance de vie améliorée chez les hommes. C'est dommage, encore une fois, hein, ce n'est qu'une étude, en plus c'est une étude observationnelle. Je critique suffisamment les études observationnelles pour ne pas le noter, simplement pour dire que tout le monde n'est pas sur le même diapason concernant le cholestérol. Bref, beaucoup trop longue digression alors que j'essaye justement de l'éviter. J'en étais où? Tac. Ah, et voilà. Selon elle, il a été démontré. Donc, ça c'est chaud. Hein. Démontré, c'est-à-dire le lien de cause à effet, faut vraiment être sûr de soi. Hein. Donc il a été démontré que les céréales complètes réduisaient le taux de cholestérol dans le sang et que les fruits et légumes étaient bons pour la pression artérielle. Alors, admettons. Je veux bien croire que la consommation de céréales complètes réduisait le taux de cholestérol dans le sang. Je veux bien le croire. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose? Et puis, pour qui? Comment? Quel taux de cholestérol est considéré élevé pour elle? C'est Christina Peterson, oui. Quel est le taux de cholestérol faible? Qu'est-ce qui est le plus dangereux entre les deux? Et est-ce que cette réaction métabolique apparaît chez tout le monde? Bref. Donc, bon. Mais bon, admettons. Et que les fruits et légumes, je rappelle hein, que le cholestérol est un élément indispensable pour le corps. Absolument indispensable. Et dans ma vidéo justement prochaine sur le cholestérol, j'expliquerai tout ça en détail et pourquoi est-ce que il faut prendre à minima de grosses pincettes sur la théorie de la dangerosité du cholestérol. Et que les fruits et légumes étaient bons pour la pression artérielle. Mais encore une fois, Christina, le régime cétogène inclut des fruits et des légumes. Tous ces aliments sont associés à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires à long terme. Tous ces aliments. Les céréales complètes, un risque plus faible de maladies cardiovasculaires à long terme? J'en doute. Mais, bon, admettons. En outre, je dirais que les gens ne consomment pas de grandes portions de légumes non amylacés. Je dirais que les gens ne consommant pas de grandes portions de légumes non amylacés pourraient ne pas avoir de fibres en quantité suffisante, ce qui augmente les risques de cancer et altère la gestion du cholestérol. Donc ça, hein, c'est un avis. C'est très important de mêler ce qui fait partie d'une étude et ce qui fait partie des avis. Ça, c'est un avis. Donc attention. Les gens ne consommant pas de grandes portions de légumes non amylacés, étant donné que justement on ne mange plus de féculents, pas de céréales, pas de légumineuses, en régime cétogène, des légumes on en mange. On en mange plutôt même beaucoup plus que la plupart des gens, ou en tout cas plus souvent. Est-ce que tu peux me rappeler l'importance de manger des fibres en quantité suffisante, Maya, s'il te plaît? Ah oui, non, excuse-moi, c'est Maya d'ailleurs, c'était pas Christina. Est-ce que tu peux me rappeler ce que l'on obtient nutritivement avec les fibres? Qu'est-ce qu'on en tire? Est-ce que tu peux m'assurer que les fibres n'agissent pas comme un antinutriment? Ah oui, non, ça c'est vraiment pas le genre de truc qu'on va aborder, ce serait dommage. Ce régime est-il bon pour les personnes atteintes de diabète? Maya Feller, nutritionniste diplômée, explique que nombre de ses clients souhaitaient suivre un régime cétogène pour 2 raisons. D'une part, ils désirent perdre rapidement du poids, d'autre part, ils pensent que leur taux d'hémoglobine glyquée, glycémie moyenne mesurée lors d'un test sanguin, diminuera, ce qui représente un avantage pour les personnes atteintes de prédiabète ou de diabète. Y a quoi de faux là-dedans? J'attends toujours. Le problème, c'est que cela augmente aussi le cholestérol LDL, qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébrales. Bon, ça pareil, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Et non seulement il n'y a pas de lien de cause à effet généralisé entre adoption d'un régime cétogène et augmentation du LDL à long terme. Si effectivement un taux élevé, il n'y a pas non plus de lien entre un taux, enfin de lien, il n'y a pas de lien de cause à effet
il peut y avoir des corrélations éventuelles selon certaines études. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre, un taux de LDL élevé et une augmentation des maladies cardiovasculaires, puisque généralement, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, ce qui va représenter le plus grand risque, c'est surtout l'oxydation. Parce qu'encore une fois, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que même si dans la logique où LDL poserait problème, ce qui va poser effectivement un risque majeur, c'est l'oxydation de ces lipoprotéines. Oxydation qui va apparaître principalement lors de la consommation de sucre qu'on ne consomme pas, ou alors effectivement de consommation de tabac et autres. Mais bon là, j'ai envie de dire, à partir du moment où on fume, où on boit de l'alcool régulièrement, de toute façon, la santé n'est pas notre priorité, hein, clairement. Bref. Au-delà de ça, dans le cas d'une personne diabétique, nous pensons également à l'ensemble de son système vasculaire. Je ne veux donc pas suggérer quelque chose qui, à long terme, serait nocif et pourrait favoriser l'accumulation de plaques d'athérome, ce qui aurait certainement un impact sur le système endocrinien, déclare-t-elle. De toute façon, hein, ça c'est très simple, comme je dis toujours, dès qu'on a la moindre interrogation, il faut se référer à son médecin traitant et essayer d'échanger avec lui de manière posée sur l'alimentation, les liens de cause à effet réel. Bon, si on a de la chance, on tombe sur un médecin intelligent qui va essayer de réfléchir au-delà d'un dogme et va essayer d'avoir son propre avis et au moins être à l'écoute. Et bon, bref. De toute façon, quoi qu'il arrive, si besoin, parlez-en à un médecin. Ce qui nous amène à la question suivante. Qui peut tirer bénéfice de ce régime ? Personne, il paraît. Hein. C'est ça. Hein. Selon les experts, la réponse est personne. Personne. Même pas moi. Personne. Vraiment. Zéro. Selon Christina Peterson, lorsque l'on consulte les lignes directrices de ce régime, fondées sur des données probantes, on constate qu'il n'est recommandé dans le cas d'aucune maladie. Même pas en tant que traitement, à l'exception de l'épilepsie pharmaco-résistante, ce pourquoi il a été créé à l'origine. Donc le régime cétogène, encore une fois, hein, les logiques LCHF, c'est ce qu'a connu l'être humain pendant des millions d'années. Donc la création du régime cétogène, plutôt la conceptualisation du régime cétogène, est effectivement une œuvre relativement récente, puisque c'est à peu près à partir des années 20 qu'on l'a employé dans le cadre de l'épilepsie, d'un traitement adjuvant pour les patients atteints d'épilepsie. Pour autant, on a remarqué que, de manière empirique, effectivement, il apportait beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, il est utilisé, que ce soit pas seulement pour l'épilepsie, mais aussi pour effectivement les diabètes. Il est utilisé en adjuvant par certains oncologues, parce qu'effectivement, on se rend compte que grâce au régime cétogène, les cellules cancéreuses ont plus de mal à s'alimenter. Hein. Il y a plein d'études qui vont en ce sens. Il est utilisé pour toutes les maladies dégénératives, puisque effectivement, ce qui va encourager l'émergence des maladies dégénératives comme les maladies d'Alzheimer, c'est la surconsommation de glucose, là où les corps cétoniques représentent un avantage majeur en termes de qualité de carburant pour le cerveau, justement, le fameux cerveau qui a absolument besoin de glucides, souvenez-vous. Bref, et au-delà de ça, encore une fois, c'est totalement faux, même pour la nutrition, juste perte de poids, pour la nutrition santé au sens large, juste se sentir mieux dans ses baskets. Encore une fois, toutes les démonstrations sont là. Bref, le régime cétogène classique n'est pas conseillé aux personnes atteintes de diabète. Plein d'études qui disent le contraire, tandis que la réduction de l'apport en glucides peut l'être. Cela pourrait impliquer de réduire entre 20 et 40% la part des calories provenant des glucides afin de faciliter la gestion de la glycémie, contrairement aux 10% requis pour le keto diet. Bon là, c'est ridicule. C'est une bataille sémantique. Globalement, tant qu'on est sur une logique LCHF, tout ira bien. Je pense qu'il y a plus de compromis que d'avantages. Non, tout n'ira pas bien, d'ailleurs. Non. Attention. On parle de tendance, c'est impossible de parler d'individus lorsqu'on parle de ce genre de sujet. Je pense qu'il y a plus de compromis que d'avantages, déclare Maya Vadivelou. Oh là là, on ne l'a pas vu venir ça, vraiment on ne l'a pas vu venir Maya, vraiment, il nous a surpris là. Selon Maya Feller, une autre Maya, mais
il y a un discount. Le véritable défi réside dans le fait que le niveau de connaissance du citoyen moyen aux États-Unis en matière de nutrition est assez faible. C'est pas qu'aux États-Unis en fait, c'est dans le monde entier. Et ça vient des États-Unis, ça oui, c'est grâce à vous, hein, première puissance. Dans les années 50 et 60, vous avez bien fait le travail qu'il faut pour saper toute compréhension correcte de la nutrition, ça y a pas de problème. Je renvoie non seulement effectivement aux super travaux du Dr Ansel Keys, mais aussi, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, il faudrait peut-être que je refasse un point là-dessus, sur l'étude qui avait été réalisée par les 3 chercheurs de Harvard. Je referai une vidéo complète là-dessus. Je pense que je vais refaire une vidéo complète là-dessus parce que ce serait trop long. Les gens ne savent vraiment pas ce qu'est une protéine, une graisse ou un glucide et comment les consommer de manière pertinente et adaptée à leur organisme. Ah bah ça, on est bien d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas dire le contraire. Ils ne comprennent peut-être pas que tous les glucides sont différents ou qu'ils peuvent être utiles. Oui, tous les glucides sont différents. Oui, vraiment, le corps fait une différence fondamentale entre ce qui va lui donner du glucose et ce qui va lui donner du glucose. Une énorme différence, vraiment. Alors oui, hein, c'est vrai. Alors non, après, c'est vrai, tous les glucides sont différents. Le fructose est encore pire que le glucose en excès. Ça, c'est vrai. Hein, lui, il va directement dans le foie. Il vous crée une bonne petite stéatose hépatique non alcoolique, un bon foie gras, hein, si vous préférez. Comme l'alcool est capable de le faire. Mais lui, donc logiquement, c'est la version alcoolique. Ouais, donc tous les glucides sont différents. Donc, bon, à part les glucides qui sont finalement inassimilés, comme les sucres alcool et compagnie. Sinon, non, hein, les fameux glucides simples, glucides complexes, tout ça. Le rapport de l'AHA précise qu'il existe des façons plus ou moins saines de suivre les régimes populaires et que la désinformation nutritionnelle ainsi que le fait d'insister sur le fait qu'il ne faut pas ou de simple... Oula, attends. Je suis plutôt le champion des phrases alambiquées, mais là, donc, on reprend. Le rapport de l'AHA précise qu'il existe des façons plus ou moins saines de suivre les régimes populaires et que la palissade, et que la désinformation nutritionnelle, ainsi que le fait d'insister sur ce qu'il ne faut pas ou de simplifier de façon excessive, peuvent conduire à en adopter certains qui ne seraient pas conformes à ce qui est attendu. Le laisser passer à 36. Non mais ça rend fou là, attends, mais ta phrase elle veut rien dire. Non mais ou c'est moi, hein, je peut-être aussi fatigué. J'ai mal dormi cette nuit. Précise qu'il existe de façon de suivre les régimes populaires et que la désinformation nutritionnelle ainsi que le fait d'insister sur ce qu'il ne faut pas. Ah oui, il manque un mot. Ce qu'il ne faut pas faire ou de simplifier de façon excessive peuvent conduire à en adopter certains qui ne seraient pas conformes à ce qui serait attendu alors, stagiaire. Oh là 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 là. Quel monde on va laisser à nos enfants. Ah. Non mais c'est bête, mais en vrai, savoir lire et écrire, ouais, je vais sortir une phrase incroyable. Savoir lire et écrire, c'est fondamental. Bah oui, parce qu'en fait, sans ça, c'est difficile de penser, en fait. Et si c'est difficile de penser, bon, on obtient ça. Voilà. Maya Feller estime que l'ensemble de l'article est pour l'essentiel une réponse à la désinformation qu'elle voit se répandre sur les réseaux sociaux. Maya Feller estime que l'ensemble de l'article est pour l'essentiel une réponse à la désinformation qu'elle se... Ah bah oui, vraiment une super réponse. Hein. Il n'y a aucune erreur. Vraiment aucune erreur. Bien que nous ne disposions pas d'études scientifiques concluantes sur les répercussions exactes à long terme du régime cétogène, nous savons que la nature de celui-ci n'est pas conforme aux directives de l'AHA en matière de santé cardiaque et que les experts ne le recommandent pas à l'ensemble de la population. Chaque personne est différente, mais si vous envisagez de suivre un régime cétogène, il est préférable d'en parler d'abord à votre médecin. Et ça, je suis d'accord. Dès que vous avez le moindre doute de ce côté-là, parlez. Quand vous avez un doute vis-à-vis d'un sujet touchant à la santé, parlez-en toujours à votre médecin. Et si vous n'en parlez pas, si vous ne lui faites pas confiance, trouvez un autre médecin, peu importe. Mais ça, c'est important. Pour le reste, les experts qui ne me recommandent pas ce régime alimentaire, les mêmes experts qui sont incapables d'endiguer des syndromes métaboliques et des maladies civilisationnelles apparues depuis 50 ans, ouais, bon. Personnellement, je passe mon tour. Mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Bon,
J'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas trop digressé. Et si c'est le cas, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce genre de format vous plaît, j'essaierai d'en proposer d'autres. Puis on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux sujets. Voilà.